Merci à la Cité des Sciences d'accueillir cette table ronde et surtout merci aux trois intervenants qui vont débattre, échanger ce soir autour de la question qu'on a évoquée à l'instant. Le droit peut-il sauver la nature? C'est une question d'actualité, disons, puisque c'est la journée mondiale du climat aujourd'hui. Une question d'actualité aussi, dans la mesure où on voit de plus en plus dans l'actualité se multiplier les innovations légales, juridiques pour défendre la nature, les écosystèmes, l'environnement, que ce soit la reconnaissance du crime d'écocide, crime ou délit, comme ça a été le cas en France, et aussi, par exemple, la reconnaissance du statut d'une certaine personnalité juridique à des entités, à des écosystèmes, à des rivières. Voilà. Ces questions, toutes ces innovations pose la question de ce que peut le droit dans la protection de l'environnement. Est-ce que c'est la piste pour sauver la planète? Pour en débattre, donc ce soir, nous avons trois intervenants. Tout d'abord, Marine Izquierdo, qui est avocate, spécialiste des questions énergétiques, infrastructurelles et des droits de la nature, et membre du comité d'administration de l'association Notre Affaire à tous, qui milite en faveur de la justice climatique. Julien Bétail, ensuite, maître de conférences en droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole et membre de l'Institut des études juridiques de l'urbanisme, de la construction et de l'environnement. Marine Calmet, enfin, juriste, spécialiste du droit de l'environnement et des peuples autochtones, présidente de l'association Wild Legal, qui milite aussi en faveur de la justice climatique. Je voulais ouvrir cette rencontre, cet échange, par une citation de Michel Serres, dont on sait que dès 1990, dans le contrat naturel, il insistait sur l'importance de la dimension juridique pour protéger la planète. Dans un texte plus tardif où il revient lui-même sur la manière dont il envisage la lutte pour la préservation de l'environnement, il écrit ceci. 1. La voie éthique se rabat sur le personnel. 2. La voie politique, plus difficile que la première, ne va nulle part. Les savants ne veulent pas du pouvoir. Reste la voie juridique. Pourquoi? Parce que le droit, qu'il s'agisse du droit commercial, du droit des gens, etc., peut être international. On peut penser une collectivité humaine à partir du droit. Michel Serres faisait donc du droit, de cadre légal, la voie peut-être la plus prometteuse pour la préservation de l'environnement. Et si je voulais commencer par cette citation, c'est parce qu'à mon avis, elle permet de prendre le pouls auprès de nos trois intervenants de ce que peut et de ce que ne peut pas le droit pour justement la protection de l'environnement. Peut-être, je ne sais pas, Marine Izquierdo, peut-être pour commencer. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Le droit est-il la seule solution? Le droit déjà reflète les évolutions d'une société et il doit aussi refléter l'importance qu'accorde une société à certains intérêts fondamentaux comme l'environnement. L'environnement qui aujourd'hui est un vrai enjeu avec la crise écologique sans précédent qu'on traverse. Et avec Notre Affaire à tous, c'est justement ce qu'on fait. On utilise le droit comme outil pour changer de paradigme, que ce soit au niveau d'action en justice ou bien d'un plaidoyer adapté aux limites planétaires. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, on a par exemple l'affaire du siècle, qui est ce recours en inaction climatique lancé par Notre Affaire à tous, Oxfam, Greenpeace France et la FNH, donc ce recours contre l'État français pour une action climatique, où on essaye de mettre l'État français face à ses obligations. Et d'ailleurs, dans une intervention volontaire qu'ont fait nos quatre organisations co-requérantes dans l'affaire Grande-Synthe, le Conseil d'État a récemment rendu une décision il y a quelques semaines qu'on peut quand même qualifier d'incroyable, de très importante, puisque le Conseil d'État donne 3 mois à l'État français pour montrer à la fois la crédibilité de la trajectoire annoncée en matière climatique et les moyens mis en œuvre pour y parvenir. En d'autres termes, les lois qu'on appelle les lois programmatiques, qui contiennent les objectifs climatiques de la France, pourraient être contraignantes. Donc c'est quand même un arrêt très important et qui fait bouger les lignes, même s'il faut encore entendre 3 mois à la décision du Conseil d'État. Un autre exemple, c'est la loi sur le devoir de vigilance qui a été adoptée en 2017, non sans difficulté et une très forte opposition des lobbies. Mais grâce à cette loi sur le devoir de vigilance, ça nous permet d'intenter des actions contre des multinationales comme Total, par exemple, pour les obliger de se conformer à leur plan, à la loi sur le devoir de vigilance et à les obliger de prendre en compte dans leur plan de vigilance que ces multinationales doivent publier chaque année, l'impact ou les mesures qu'elles mettent en œuvre
pour prévenir les atteintes à l'environnement ou aux droits humains. Donc là, ce sont quelques exemples. Et on a bien sûr aussi tout le plaidoyer que mène notre affaire à tous aux côtés de White Legal, justement, Marine Calmet, sur la reconnaissance du crime d'écocide et celle des droits de la nature. Merci beaucoup. Marine Calmet, peut-être, puisque Marine Schiardo évoquait White Legal à l'instant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour ce préliminaire, disons? Alors, déjà enchantée et merci pour cette invitation. Est-ce que le droit peut être la seule solution? Je ne crois pas. Parce que malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal justement à faire reconnaître des droits nouveaux, c'est qu'il y a tout d'abord en fait un changement culturel à opérer, et ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement évidemment, et ça passe par ce lien qu'on a avec la nature, qui aujourd'hui malheureusement fait défaut dans l'enseignement, et on voit les conséquences sur les professionnels. Ensuite, une fois à l'âge adulte, quand on sépare les enfants de la nature, ça paraît assez basique ce que je dis, mais en fait, pour nous, juristes qui travaillons avec des parlementaires pour faire du lobby, pour faire avancer les lois, si en face de nous, on a des personnes qui n'ont aucune conscience écologique, on ne peut pas progresser. On est face à un mur. Or, c'est ce qu'on voit actuellement. On a beaucoup de personnes qui encore ont dans l'esprit que la protection de l'environnement s'oppose frontalement à la protection des intérêts privés, à la protection des intérêts des entreprises, et qu'il y a une concurrence entre les deux. Or, aujourd'hui, on est dans une situation de telle urgence justement environnementale qu'on voit bien que tous les droits, et notamment les droits humains, découlent en vérité de la protection de nos écosystèmes. Et donc, je dirais que là, le droit, malheureusement, il est face à un dilemme, c'est-à-dire que certaines propositions que nous portons, et notamment donc avec l'association Wild Eagle, quand nous nous engageons pour la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide, parfois on a l'impression qu'on est 10 ans, 15 ans trop tôt, parce qu'on a encore cette avance, je pense, et c'est en toute humilité, parce qu'en fait, je vois déjà le sujet avancer au niveau international, et je vois bien qu'on a pris du retard sur d'autres États dans le monde où cette question est de l'ordre du banal, par exemple en Équateur, où les droits de la nature sont reconnus depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Et donc, je pense que c'est avant tout une bataille culturelle qu'il y a à mener, et pour éduquer justement à la fois le public, mais aussi donc les futurs professionnels qui vont appliquer le droit, et ceux qui vont voter nos lois. Donc, pour moi, l'enjeu est également là. Merci beaucoup. Julien Bétail, et je me permets de rajouter une question qui fait écho à ce que vient de dire Marine Calmet. C'est qu'elle évoquait le sentiment que la France était en retard d'une certaine manière sur les questions de juridiction environnementale, et que ces nouveaux droits accordés à la nature étaient d'une certaine manière des droits à venir. En réalité, il existe aussi beaucoup déjà de chartes, de droits différents qui protègent un certain nombre d'écosystèmes, qui protègent les littoraux, par exemple. Voilà, simplement pour compléter votre première intervention. Oui, bonjour à tous. Merci également pour cette invitation. Je vous propose qu'on revienne un petit peu plus tard sur cette question, parce que, bon, clairement, à mon sens, le droit européen, notamment, est plutôt en avance sur les pays auxquels il a été fait référence. Mais je pense que les débats qu'on abordera tout à l'heure nous permettront d'y revenir, à la fois à travers l'histoire et puis à la fois à travers cette question de la personnalité juridique. On aura probablement l'occasion de revenir dans le détail sur ce dont il s'agit et sur les outils dont on dispose déjà. L'Europe est le continent qui a les normes les plus avancées et les plus performantes en matière de protection de l'environnement. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, loin de là. Et c'est parfois là qu'il y a une ambiguïté. Mais clairement, il n'y a rien de comparable entre l'Europe et d'autres continents, à la rigueur avec les États-Unis, mais pour le reste du monde, on est sur des normes environnementales qui sont moins exigeantes. Alors, si on revient à la citation de Michel Serres à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, je crois, si je peux me permettre, que cela traduit un petit peu un sentiment général
une sorte d'espoir qui serait placé dans les outils juridiques. Et parfois, c'est vrai que quand on ne pratique pas le droit au quotidien, on peut avoir tendance à se dire, bah, tiens, voilà, on a un changement de direction à opérer, on a une transition écologique à opérer pour sauver la nature. Et donc, le droit est l'outil prédestiné pour cela. C'est en partie vrai, mais c'est aussi extrêmement réducteur, et je crois que ce serait un petit peu naïf de reprendre mot pour mot les affirmations de Michel Serres. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut parler ici de naïveté? Eh bien, tout simplement parce que le droit, c'est aussi le produit de rapports de force sociaux. Et donc, de ce point de vue-là, je rejoins ce qui a été dit par Marine Calmet tout à l'heure. C'est une chose d'affirmer des normes, c'est autre chose que de se rendre sur le terrain et de faire vivre ces normes. Et de ce point de vue-là également, je voudrais aussi adresser en quelque sorte une mise en garde au grand public, puisque ces derniers temps, on a vu se multiplier les propositions visant à réformer la Constitution, à reconnaître ceci, à reconnaître cela. D'abord, il faut avoir conscience de ce qui existe déjà, on y reviendra, mais surtout, il ne faut pas penser qu'il suffirait de reconnaître une nouvelle norme providentielle. On a l'habitude en France, hein, on pense qu'en élisant juste un président, on va tout changer. On voit bien que ce n'est pas le cas. C'est un peu la même chose avec le droit. Il ne suffit pas de reconnaître une norme dans la Constitution pour que tout à coup, par magie, la situation factuelle change radicalement. Pourquoi? Parce que sur le terrain, eh bien, pour que le système juridique puisse fonctionner correctement et atteindre ses objectifs, ben, il y a un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est pas seulement, reconnaître une norme. Et finalement, le droit, là aussi, je pense que cet aspect-là, on aura l'occasion de le détailler plus tard, mais le droit n'est qu'un outil parmi d'autres. On a parlé tout à l'heure de l'éducation, je pense que c'est très très important, la formation, mais aussi le système économique dans lequel nous vivons, mais aussi des paramètres qui n'ont rien à voir parfois même avec les humains, hein. Là aussi, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure. Et puis, la dernière réflexion que m'inspire cette citation de Michel Serres, c'est qu'il ne faut pas oublier que, en tout cas, selon la conception du droit à laquelle moi j'adhère, pour moi, le droit, c'est un outil démocratique. C'est-à-dire que, alors il y a aussi du droit dans des systèmes totalitaires, des dictatures, hein, mais en tout cas, si on se place dans un cadre démocratique, pour moi, le droit est là pour venir, est un outil au service de décisions politiques. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision politique d'aller dans telle ou telle direction. En l'occurrence, ici, pour reprendre le titre, ce serait sauver la nature. Eh bien, le droit va être un outil pour concrétiser ces décisions politiques. Et finalement, il ne peut précéder les décisions politiques qu'à la marge. Sinon, ça devient presque antidémocratique. Donc, il faut faire attention ici. Le droit, dans des hypothèses assez restreintes, peut être à l'avant-garde. Mais si le droit précède les décisions politiques dans tous les domaines, à ce moment-là, on n'est plus forcément dans un système démocratique. D'accord. Merci beaucoup. Marine Calmet, à l'instant, vous évoquiez, disons, l'importance de non seulement changer le droit, mais aussi changer de culture qui accompagne le droit pour que ce droit soit efficient d'une certaine manière. Julien Bétail l'a rappelé, on a en France et en Europe un certain nombre de législations, de réglementations censées protéger l'environnement. Est-ce que l'un des principaux problèmes, c'est pas que ces législations sont anthropocentrées, c'est-à-dire qu'elles considèrent d'abord la protection de la nature comme étant nécessaire parce que la destruction de la nature pénaliserait l'environnement. Voilà. Alors, effectivement, il y a une question d'anthropocentrisme dans notre droit, puisqu'il s'est développé de cette façon. On s'est posé la question, et ça venu notamment des théories libérales, de dire, en fait, quand on a une propriété sur une chose, en tant que bon propriétaire, on la protège. Or, il se trouve que ça s'est révélé faux, puisqu'on le voit aujourd'hui, notamment avec l'accaparement des ressources en eau.
que n'est pas bon gestionnaire tout propriétaire. Et donc, il faut se poser la question aujourd'hui de justement qu'est-ce qu'on réforme dans notre droit pour revoir cette position anthropocentrée. Il faut quand même préciser que tout n'est pas anthropocentré dans notre droit. Par exemple, la question des espèces protégées. On protège les espèces parce que justement, on a une appréciation scientifique non anthropocentrée de la gravité de leur taux d'extinction. Et donc, on les place sur des listes pour pouvoir tout simplement les protéger correctement. Le problème, c'est que quand on a besoin d'y déroger, on peut le faire. On s'est ouvert un droit de dérogation, notamment pour des questions d'intérêt public, et quand on a notamment des projets de construction qu'on juge, nous, humains, d'intérêt prioritaire sur la nature, dans ce cas, on peut y déroger. Donc, vous voyez, il y a une ambivalence entre la protection de la nature, qui parfois est non anthropocentrée, mais à laquelle on porte atteinte pour des raisons humaines. Et malheureusement, donc, la prise en considération de cet intérêt de la nature pure, il est assez récent, puisque, en fait, notamment avec la décision Erika, qui remonte à pas si longtemps, hein, 2012, c'est pas tout à fait âgé comme décision, c'est la première fois qu'on reconnaît le préjudice écologique pur, donc le préjudice subi par la nature. Et malheureusement, on voit encore beaucoup, et ça vient de nos textes fondamentaux, une appréciation qui serait plutôt de l'ordre de dire il y a effectivement une dimension universelle dans la protection de l'environnement, mais c'est parce que l'environnement, c'est le patrimoine commun de l'humanité. C'est encore ce que nous a rappelé la décision du Conseil constitutionnel du début de l'année 2020, qui juge que justement, entre la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement, il y a un équilibre à trouver, mais pas parce qu'il faut protéger la nature, mais parce que c'est notre commun humain, si on pourrait dire comme ça. Et ça, c'est dérangeant dans cette vision du monde, je trouve. En tout cas, c'est une vision que nous combattons au sein de l'Alliance globale pour les droits de la nature et puis de Wild Legal, parce que justement, elle déséquilibre finalement, elle laisse entre les mains des humains la décision de oui ou non protéger l'environnement, alors que notre proposition, c'est justement de se mettre à la place de la nature et de rééquilibrer les forces en présence. Marine Izquierdo, vous êtes d'accord avec cette approche? Vous considérez qu'il faudrait, de manière plus marquée, que l'on reconnaisse une valeur intrinsèque à la nature, à l'environnement, aux écosystèmes, qu'on les protège pour eux-mêmes et pas seulement par rapport à l'être humain? Oui, tout à fait. C'est vrai que de manière générale, on peut dire que notre droit de l'environnement, ça s'inscrit dans une vision très anthropocentrée qui ne protège pas les écosystèmes pour leur valeur intrinsèque, mais juste par rapport aux bienfaits qu'ils procurent à l'homme. Donc l'humain reste au centre et la nature est considérée juste comme une ressource qu'on peut librement exploiter et s'approprier. Donc on parle vraiment de marchandisation de la nature. Et on a toujours cette conception dualiste entre l'homme et la nature. Et la nature, l'environnement n'est valorisé que pour l'utilité qu'il procure aux humains. Et ça, c'est directement hérité de Descartes, hein, qui disait que les hommes sont à la fois maîtres et possesseurs de la nature. Et d'ailleurs, même dans notre droit de l'environnement, quand Marine citait la décision du Conseil constitutionnel rendue en janvier dernier, on a aussi la Charte de l'environnement qui reste perçue comme anthropocentrée, puisque l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains. On a aussi la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement qui énonce en son préambule que l'homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique. Et c'est là toute l'ambition de l'éthique environnementale, qui est au contraire de montrer que les entités naturelles ont une dignité morale et qu'elles ont des valeurs intrinsèques. Alors c'est après là où on entre dans le biocentrisme et l'écocentrisme. Le biocentrisme qui propose de revisiter la valeur accordée à l'environnement et qui considère la nature pour sa valeur intrinsèque. Et on en a un exemple avec la Convention sur la biodiversité de 1992, qui énonce dans son préambule que les parties sont conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité de ces éléments constitutifs sur le plan environnemental, génétique, etc. Et puis ensuite, on arrive à l'écocentrisme, où là, la valeur attribuée à la nature est plus globale, avec une interdépendance des éléments. Et on a par exemple Aldo Leopold, pionnier de la pensée écologique, qui disait qu'une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Et enfin, une dernière citation pour faire comprendre de Thomas Berry, qui a théorisé la jurisprudence de la Terre, qui disait que l'univers est une communion d'objets, non pas une collection de sujets. Donc, c'est vraiment important de changer notre vision anthropocentrée et d'aller vers une vision biocentrée, écocentrée.
Julien Bétail, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les différents textes légaux qui existent déjà, qui ont parfois une histoire assez longue, sont trop anthropocentrés et que euh, ça les empêche d'être vraiment efficaces ou vraiment protecteurs? Alors, il y a énormément de questions qui se posent, évidemment. Je crois que déjà, il faut rappeler qu'entre Descartes et aujourd'hui, il ne s'est pas rien passé quand même, hein. Donc, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'on vit aujourd'hui dans le monde de Descartes, mais je pense que c'est faux. Et que justement, entre-temps, il y a eu une révolution. J'entends ici, je ne fais pas référence à la Révolution française, mais à ce qui pour moi est une révolution, c'est justement la naissance du droit de l'environnement dans les années 70. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une analyse en omettant cette dimension-là, puisque le droit de l'environnement, là où il n'y avait pas de règles ayant pour but la protection de l'environnement, est arrivé dans les années 70 et progressivement a apporté tout un corpus de règles qui est aujourd'hui extrêmement développé. On pourrait reprendre toutes les grandes étapes historiques, mais je crois qu'aujourd'hui, on a énormément de textes. Du point de vue de l'anthropocentrisme, là aussi, il y aurait d'autres choses à dire. J'espère qu'on y reviendra. Mais moi, la première question que je me pose là-dessus, c'est est-ce que le droit, qui est donc un outil des humains, jusqu'à preuve du contraire, les arbres ou les loups ne peuvent pas écrire des règles juridiques, quoi qu'il en soit, c'est nous qui les écrivons parfois contre eux, mais aussi parfois pour eux. Mais en tout cas, c'est toujours nous qui les écrivons, ces règles juridiques. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté à penser que le droit pourrait être autre chose qu'anthropocentré? Je pense que c'est quand même un souci. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque en relisant tout à l'heure le titre de notre débat ce soir, le droit peut-il sauver la nature? Mais si on est un petit peu sérieux, est-ce qu'il s'agit vraiment de sauver la nature ou de sauver la planète? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce qui est en jeu, ce n'est pas la survie de la planète, ce n'est pas la survie des espèces, etc., même si beaucoup vont disparaître, etc. Mais ce qui est en jeu, c'est la survie de l'humanité sur Terre. C'est ça la question. Et donc, à partir du moment où c'est cette question-là qui se pose, est-ce qu'on n'est pas de toute façon dans une perspective plus ou moins anthropocentrée? La question, c'est est-ce qu'on l'assume ou est-ce qu'on préfère donner des leçons de morale en disant « Ouh là là, vous êtes affreusement anthropocentré, c'est pas bien ». Moi, je vous avoue que j'en ai un petit peu assez d'entendre dire que le droit de l'environnement est anthropocentré, d'autant plus parce que, de mon point de vue, c'est loin d'être totalement vrai. Marine Calmèche, vous voyez sourire à l'instant sur cette idée que, au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas de sauver la planète, de sauver les écosystèmes, de sauver la nature, de sauver les vivants, mais c'est de sauver l'humanité. C'est quand même, ça manque quand même affreusement de solidarité entre les espèces, cette remarque, parce que on n'est pas là que pour sauver notre peau. Dans ce cas-là, il n'y a plus aucune solidarité ni entre. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une solidarité même entre les générations? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on préserverait la planète pour nos enfants ou pas uniquement pour nous? Moi, je m'interroge parce que c'est là, on rentre au-delà du droit dans une question éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire subir à toutes ces espèces animales, par exemple, des conditions de vie qu'on leur fait subir dans les abattoirs? C'est une question éthique qui replace aussi la question des droits des animaux au centre. Et est-ce qu'on n'a pas censé avoir une certaine forme de solidarité justement avec ces espèces qui disparaissent chaque jour, puisqu'on sera peut-être aussi un jour sur la liste? Donc pour moi, il est évident, mais alors peut-être que c'est une question aussi de ressenti tout à fait personnel. J'ai été éduquée d'une certaine façon qui m'a appris à être solidaire et c'est pour ça que la question de la culture et de l'enseignement, je pense, est principalement, et c'est vraiment la question principale en fait, c'est est-ce qu'on est capable de ressentir une certaine forme de solidarité et d'empathie vis-à-vis d'autres espèces autres que humaines? Moi, c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde.
Julien Bétail, je me permets de revenir à vous, parce que Marine Calmet vous répondait d'une certaine manière, et évoquait ce que je trouve assez intéressant, faisait un parallèle, disons, entre la sympathie qu'on peut éprouver à l'égard d'autres espèces, d'autres vivants, et le lien qu'on a avec les générations à venir qui ne sont pas encore là. Comment on fait une place dans le droit, dans un système juridique, à ces autres humains qui n'existent pas encore? Est-ce que c'est possible et sous quelle forme? Écoutez, je pense que la question, c'est pas tellement de savoir si on peut leur faire une place. Je pense qu'ils ont déjà une place. Sinon, le droit de l'environnement n'existerait pas. Le droit de l'environnement, c'est quoi? C'est toutes les règles qui ont pour but, justement, la protection de l'environnement en général, et notamment la protection de la nature. Donc, vous voyez bien que finalement, c'est une auto-limitation des activités humaines au service de quelque chose qui est extérieur à l'humain, c'est-à-dire les autres entités vivantes. Donc ce débat, on peut se faire des procès d'intention, etc., mais ça existe déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Il y a déjà des règles qui ont un but totalement altruiste et qui prennent en compte les autres entités vivantes. Donc la question, c'est comment on approfondit ces règles, comment on les radicalise peut-être. Ça revient à la question politique et démocratique, mais effectivement, la question se pose aujourd'hui face à l'urgence écologique. Comment on radicalise ces règles éventuellement? Est-ce qu'il le faut? Et si oui, comment on le fait? Et surtout, la question de l'application de ces règles. Et c'est là où est l'essentiel de la question. Sur les grands principes, on a chacun nos éthiques, etc. Mais je pense que dans les grandes lignes, on est d'accord. Je ne vais pas vous faire le détail de mon éducation personnelle. Très bien, merci beaucoup. Marine Izquierdo, je me permets de revenir du coup un peu sur ce qui a lancé ce débat entre Marine Calmet et Julien Bétail, qui était la question de l'anthropocentrisme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, en France, on va vers peut-être une prise en compte plus grande de la valeur intrinsèque de la nature? Je pense notamment à la reconnaissance du délit d'écocide, même si la qualification de délit a été évidemment très critiquée, puisque la plupart des militants, des membres de la Convention citoyenne pour le climat revendiquaient qu'on parle de crime, enfin demandaient est-ce qu'on parle de crime. Est-ce que pour vous, cette reconnaissance de l'écocide, même imparfaite, va dans le sens d'une perspective moins anthropocentrique? Pour moi, la première étape, ça a été la reconnaissance du préjudice écologique qui a été consacré dans le Code civil suite à l'affaire de l'Erika. Donc ça, c'était une première étape qui a vraiment reconnu, on peut dire, la valeur intrinsèque de la nature. Et vraiment, oui, c'est vrai que la deuxième étape, ce serait de reconnaître l'écocide. Mais là, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été proposé actuellement par le gouvernement ne répond pas du tout à cette attente. Ne répond pas au contexte historique, à la définition qui est discutée au niveau international, ni même ce qui a été discuté au sein de la Convention citoyenne pour le climat. D'ailleurs, quand on voit on voit à peu près les lignes, le projet de loi a été dévoilé en partie et la définition du délit d'écocide, qui est en fait un délit général de pollution, ça n'adopte pas du tout une vision écosystémique parce que ça parle d'un côté du sol, de l'air, des différentes catégories d'eau, sans les relier comme s'il s'agissait d'éléments non reliés. Et à cet égard, la définition du préjudice écologique qui est dans le Code civil, à l'article 1247, répond mieux à ça, parce que ça fait référence à une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes dans leur ensemble. Donc c'est déjà mieux. Et ce qui est sûr, ce serait que la reconnaissance du crime d'écocide, ça serait un grand progrès pour ça. D'accord. Julien Bétail, comment vous percevez ces débats autour de l'écocide? Est-ce que vous considérez que c'est des innovations qui sont au fond inutiles parce qu'on a déjà un droit suffisant pour faire face aux problèmes environnementaux, ou est-ce que vous trouvez que c'est une avancée qui va plutôt dans le bon sens? Alors, je crois que sur ce sujet, comme sur d'autres, mon propos n'est pas de dire que le droit est suffisant et qu'on doit simplement se contenter de ce qu'on a. Je veux bien évidemment préciser ça. Je pense que il faut que ce soit clair, mais
C'est un sujet relativement compliqué et qui, dès le départ, est a une dimension politique importante, ce qui complique encore plus les choses, parce que par ailleurs, il y a un pendant technique qu'on peut pas ignorer sur ce sujet. Donc, de manière synthétique, je dirais que punir l'écocide, oui, bien sûr, si on se place dans une perspective où il faut améliorer la protection de l'environnement, un outil très important, c'est la sanction pénale, de par son caractère dissuasif. Donc, en fait, la sanction pénale, elle n'est pas là simplement pour se faire plaisir à punir quelqu'un, hein. Elle est là pour envoyer un message à la société, pour dire attention, si vous commettez ce type d'acte, vous risquez d'être puni, donc ne les commettez pas. Bon, c'est la fonction préventive classique de la sanction pénale. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais là aussi, sur ce sujet, on a eu l'impression, en voyant arriver cette proposition d'écocide, que finalement, on était encore sous des cartes, hein, qu'il n'existait rien en France et que tout à coup, l'écocide allait permettre de créer ce qui n'existait pas avant. Je pense qu'il faut pour apporter les bonnes solutions, il faut faire d'abord les bons diagnostics. On a un droit pénal de l'environnement qui est très développé en France, mais qui n'est pas appliqué, ou très peu appliqué. Pourquoi? Pour un tas de raisons, mais notamment parce qu'il n'y a pas nécessairement suffisamment d'inspecteurs sur le terrain pour relever les infractions qui sont commises, parce que les parquets ne poursuivent pas suffisamment ces infractions, que la politique pénale ne les incite pas à les poursuivre, mais plutôt à discuter avec les pollueurs et à envisager des alternatives aux poursuites. Ensuite, parce que les magistrats ne sont pas assez sensibles à ces questions, pas assez formés. Et pourquoi ne sont-ils pas assez formés? Parce qu'ils n'ont pas une masse critique suffisante de contentieux. Donc, vous voyez, plutôt que d'arriver avec une proposition avec une très forte dimension symbolique, écocide, vous allez voir ce que vous allez voir, on va régler tous les problèmes. Non, il faut repartir du terrain, voir quels sont les obstacles pour améliorer le caractère dissuasif des sanctions pénales et travailler dans ce sens-là. Donc, de mon point de vue, par exemple, les propositions qui sont actuellement en discussion au Parlement sur la spécialisation des juridictions, même si on peut aussi objecter un certain nombre d'arguments, mais vont dans le bon sens parce qu'elles ont vocation à répondre à ce type de problème-là. Ensuite, sur l'écocide en tant que tel, je pense qu'on a manqué quelque chose au moment de la Convention citoyenne pour le climat, puisque cette convention a finalement proposé donc, la reconnaissance de l'écocide en France, alors que jusqu'à présent, on était plutôt sur une reconnaissance à l'échelle internationale, qui est une autre problématique qui est très importante. Reconnaître en France alors qu'on a déjà des outils, déjà ça paraît un petit peu curieux. Et ensuite, là où c'est encore plus curieux, c'est quand on voit la définition qui a été proposée, qui faisait référence au dépassement significatif des limites planétaires. Pour la faire courte, ça veut dire que n'importe quel citoyen français qui a un mode de vie d'un Français moyen, c'est-à-dire avec une empreinte carbone très forte, eh bien, dépasse significativement les limites planétaires. Et donc, vous voyez, si l'objet de la définition de la Convention citoyenne, c'est d'envoyer le commun des mortels en prison, bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'outil adéquat. Alors après, on peut envisager une définition beaucoup plus stricte, beaucoup plus restreinte, mais dans ce cas-là, on va toucher un faible nombre d'actes en France en tout cas. Donc là aussi, la question, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Encore une fois, si on se réfère aux experts, à ce que disent les experts en droit pénal de l'environnement, ça fait des années qu'ils nous disent qu'on a besoin de nouveaux délits, et notamment d'un délit autonome de protection de la nature. On pourra rentrer dans le détail si vous le voulez, mais je constate, d'après les fuites qui sont sorties aujourd'hui dans la presse, que malheureusement, ce n'est pas non plus ce qui est proposé exactement par le gouvernement actuellement. Donc finalement, ce débat est devenu très, très politisé sans qu'on arrive vraiment à aller dans la direction telle qu'elle est diagnostiquée depuis longtemps par les spécialistes du droit pénal de l'environnement. D'accord, merci beaucoup.
d'une certaine manière, l'écocide, c'est reconnaître aux écosystèmes, à la nature, à un environnement, le droit de ne pas être détruit, disons, de ne pas être abîmé, de ne pas être supprimé. Un certain nombre de pays vont beaucoup plus loin, ils vont jusqu'à reconnaître une forme de personnalité juridique, je l'ai dit au début de cette table ronde, à des rivières. C'est le cas en Nouvelle-Zélande, c'est le cas en Inde avec le Gange. Donc voilà, un statut à la nature ou à des écosystèmes comme sujet de droit. Marine Izquierdo, est-ce que vous considérez que c'est une piste intéressante pour repenser la manière de protéger l'environnement dans le droit? Oui, je fais partie des personnes, avec notre affaire à tous, qui pensent qu'il faut reconnaître à la nature le droit d'exister pour ce qu'elle est en tant que telle, le droit des écosystèmes de pouvoir se maintenir, de régénérer leurs cycles vitaux, donc de leur reconnaître des droits, les droits de la nature. On est tous responsables de nos crises et il faut changer maintenant le récit et accepter que l'homme fait partie de la nature et qu'il y a une interdépendance et qui donc, il faut reconnaître des droits à la nature et arrêter de penser en termes de dualisme. Et ça, c'est une révolution pas seulement juridique, mais comme on le disait tout à l'heure avec Marine Calmet, Julien Bétail, aussi éthique, culturelle. Et donc, on traverse une crise écologique maintenant et climatique qui est sans précédent. On sait que 4 des 6 limites planétaires ont déjà été dépassées au niveau mondial. À l'échelle de la France, le gouvernement a remis un rapport sur l'état de l'environnement en France à l'automne 2019, où il admet même que 6 des 9 limites planétaires ont déjà été dépassées. Donc, il faut changer de logique et on ne peut pas, comme vous le savez, résoudre un problème avec le même mode de raisonnement qui a créé ce problème. Et donc, il faut élargir la catégorie des sujets de droit parce que c'est ensuite, une fois qu'on aura fait ça, un système de valeurs qui se mettra en place et on pourra changer la cosmologie où l'humain doit aussi respecter la nature, pas parce qu'elle lui procure un bénéfice, mais juste parce qu'elle existe en tant que telle. Et donc, quand on parle de reconnaître des droits nature, on parle avant tout de redéfinir un système de valeurs qui déterminera ensuite des comportements au niveau politique et législatif. Et donc, reconnaître les droits de la nature, c'est surtout instaurer des règles de base de bien vivre ensemble avec la nature, avec encore une fois des valeurs qui vont permettre de changer de paradigme. Merci beaucoup. Marine Calmet, très concrètement, quand on parle de reconnaître la personnalité juridique d'une rivière, du Gange par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? La nature, évidemment, ne peut pas prendre la parole elle-même, elle ne peut pas ester en justice. Est-ce que ça veut dire qu'il faut la représenter? Qui la représente? Sous quelle forme? Voilà, c'est vraiment des questions très concrètes, mais évidemment qui interrogent parce qu'on n'est pas habitué à cette manière de penser un sujet de droit. Ben, je vais prendre un cas d'école alors, comme ça sera beaucoup plus pratique. Un des cas qui m'a le plus marqué et qu'on utilise comme exemple dans le cadre du travail mené par Wild Legal sur la reconnaissance des droits du Haut-Maroni en Guyane française face à l'orpaillage illégal, c'est la jurisprudence du fleuve Atrato en Colombie. Donc, c'était un exemple d'une situation très similaire à ce qui se passe en Guyane française, une pollution locale liée en fait à l'orpaillage illégal, donc notamment de l'or cherché dans le cours des rivières, et le rejet de produits toxiques, notamment le mercure, qui mettait à mal les écosystèmes locaux. Et face à la destruction de l'environnement, on était rentré dans une spirale localement parce que le fait qu'on détruise l'écosystème faisait en sorte que les populations locales n'avaient plus de quoi se nourrir, étaient forcées à orpailler du coup pour se produire pour en fait se payer en liquide et acheter de la nourriture. Donc on était dans un cercle vicieux qui entraînait de plus en plus de destruction et on était véritablement dans une situation de calamité sociale au niveau local. Et la justice a été saisie dans cette affaire et a décidé plusieurs choses, notamment de reconnaître des droits au fleuve Atrato et l'obligation du coup pour l'État de protéger, de conserver et de restaurer cet écosystème. Mais la justice a aussi décidé, et c'était une décision très sage, je pense, de reconnaître les droits des gardiens du fleuve, c'est-à-dire les peuples qui vivent le long du fleuve, pour leur donner en fait une sorte de tutelle
de droit de tutelle en fait vis-à-vis du fleuve. Ils se sont constitués du coup en conseil des gardiens et ont la responsabilité depuis lors de travailler sur en fait des lois au niveau local, tout un programme en fait à la fois de restauration de l'écosystème, de lutte contre l'orpaillage illégal, également de mise en place d'alternatives économiques pour subvenir à leurs besoins et un plan en fait en matière sanitaire. Donc voilà à quoi très concrètement peut mener aussi la question de la reconnaissance des droits à la nature, parce que évidemment il s'agit d'une mesure qui peut avoir l'air très symbolique, vu comme ça, donner des droits à la nature, bon, reconnaître des droits aux écosystèmes, ça peut pas être très éloigné de choses de terrain, et puis surtout pour des populations qui sont dans des situations humaines extrêmement difficiles et qui n'ont en fait parfois que d'autres recours que de détruire la nature pour subvenir à leurs besoins, comme dans cette situation-là en particulier. On voit qu'en fait, ça devient un outil démocratique, qu'on met en responsabilité des citoyens pour trouver des solutions qui à la fois assurent pour eux un avenir et pour leurs enfants évidemment, mais aussi se mettre dans une situation où ils peuvent devenir responsables de la conservation de ces écosystèmes. Et c'était beaucoup plus intelligent comme décision que de juste imposer par exemple une sanction au niveau des populations locales qui finalement étaient pris dans ce cercle vicieux. Et par exemple, d'augmenter le nombre de militaires sur place pour venir à bout de la situation. Donc, vous voyez, ça devient un outil en fait de gouvernance qui est partagé et qui, en fait, est une forme de justice restaurative. C'est-à-dire que c'est notamment ces formes de justice qui sont utilisées dans les cas de conflits locaux, dans le cas de guerres interethniques, par exemple. C'est qu'on se pose la question de comment, grâce justement aux droits de la nature, on peut restaurer aussi une forme de paix entre les humains et la nature et d'aller plus loin que juste des sanctions, mais vraiment une réflexion de fond pour restaurer ce lien qui a été brisé malheureusement dans certaines situations. Et c'est là que ça devient un outil extrêmement puissant à mes yeux, et on aimerait que justement ça puisse donner des responsabilités aux citoyens qui aujourd'hui parfois est beaucoup trop éloigné, puisque vous le savez, un citoyen seul aujourd'hui n'a pas le droit d'agir en France pour demander la protection des écosystèmes. Il faut prouver son intérêt à agir, et en droit français, pour prouver son intérêt à agir, il faut être directement concerné. Donc on n'a pas le droit en fait de manière globale de se porter garant de la santé d'un écosystème. Il n'y a que les associations qui peuvent le faire, ou les institutions, pour prouver leur intérêt à agir, en prouvant leur intérêt à agir, pardon. Et donc, pour nous, il s'agit d'un outil véritablement révolutionnaire, dans le sens où justement, il peut redonner de la place aux citoyens. Et pour avoir travaillé avec les citoyens de la Convention citoyenne, quand on met des citoyens dans une situation où justement on leur donne des responsabilités, où on les forme, où on les informe, et on fait en sorte qu'ils soient part des décisions publiques, eh bien là, on obtient des décisions qui sont vraiment surprenantes et qui sont vraiment avant-gardistes. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous permet notre droit actuel, puisque on le voit, le citoyen, il est consulté de temps en temps quand il s'agit de faire des enquêtes publiques, des débats, des consultations. Le problème, c'est qu'il n'a jamais le droit de veto, il n'a jamais le droit de s'opposer à des décisions. Et malheureusement, on en vient à des décisions. Par exemple, je vais vous prendre le cas de Total, des forages de Total au large de la Guyane. On avait une population locale qui s'était exprimée à 99% contre le projet de forage pétrolier. Eh bien, évidemment, encore une fois, l'État n'en a pas tenu compte, et on a eu un forage qui s'est installé au large des côtes de la Guyane. Donc aujourd'hui, pour nous, il s'agit aussi d'une mesure de démocratie, tout simplement, et de réinstaurer un équilibre. D'accord, merci beaucoup. Julien Bétail, sur cette idée, pour revenir un petit peu en amont, qu'il faudrait ou qu'on pourrait reconnaître une personnalité juridique à un écosystème, à un fleuve, à un milieu naturel. Est-ce que d'une part, ça vous semble pertinent? Et une sous-question subsidiaire, est-ce que ça a un sens de donner des droits à un sujet de droit sans qu'en contrepartie, il ait des devoirs? Parce que c'est très difficile, enfin, ça paraît impossible de reconnaître des devoirs à un écosystème. Alors, il y a de multiples questions là. Je pense, bon, déjà, d'un point de vue de la technique juridique, reconnaître la personnalité juridique de la nature ou d'entité naturelle, etc., c'est parfaitement possible. Le droit sait manier les fictions juridiques, donc le débat, clairement, n'est pas là.
Et en fait, le débat se déplace plutôt sur le terrain, je dirais deux terrains, le terrain éthico-politique d'une part, et le terrain de l'efficacité sur le terrain. Bon. Sur l'éthico-politique, on en a déjà parlé un petit peu, je ne vais pas y revenir, mais sur le terrain de l'efficacité, bah là, ça pose quand même un certain nombre de questions. Marine a abordé cette décision sur le fleuve Atrato. On attend de voir les résultats. C'est très bien la décision qui a été prise, effectivement. On peut y placer de l'espoir. Et ça, je pense qu'on peut tout à fait s'en réjouir. Mais notamment s'agissant de l'Amérique du Sud, ce ne serait pas la première fois. On connaît ça depuis longtemps, notamment au Brésil, hein, de magnifiques décisions judiciaires qui ne sont jamais suivies des faits sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu prudent et attendre, avant de crier victoire, de voir si la situation factuellement a changé et si les orpailleurs, si l'orpaillage a cessé. Si je regarde ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, je constate que le barrage qui bloque le fleuve en Nouvelle-Zélande est toujours présent, malgré la reconnaissance de la personnalité juridique au fleuve. Si je regarde ce qui se passe en Équateur, je constate que cet État est toujours un État extractiviste qui a ouvert un parc national à l'exploitation pétrolière. Donc vous voyez, même quand on met les droits de la nature dans la Constitution, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'espoir d'une norme providentielle. Malheureusement, il ne suffit pas de claquer des doigts pour que cela change. Je voudrais rebondir aussi sur deux éléments qui ont été évoqués par Marine Calmet à l'instant. D'abord, sur la question de l'intérêt à agir. Bon. Je veux bien qu'il soit trop compliqué pour un citoyen d'adhérer à une association, mais quand même, les associations ont un accès à la justice extrêmement large. D'ailleurs, je pense que notre affaire à tous et Wild Legal en bénéficient assez largement, donc vous êtes également bien placé pour constater cela. Cela fait 50 ans que le contentieux associatif en France est assez nourri et qu'il a démontré son efficacité, qu'il a obtenu énormément de résultats. Donc, ça me paraît d'être un petit peu de mauvaise foi que de dire le citoyen ne peut pas aller individuellement en justice, alors même qu'il lui suffit d'adhérer à une association pour aller défendre les intérêts des écosystèmes. Je rappelle que la France est le leader en Europe, elle est citée en exemple. J'ai récemment encore participé à des rapports d'expertise pour la Commission européenne sur ce sujet. La France est bien plus performante que les autres États européens en matière d'accès à la justice, en matière d'environnement. Donc, je pense tout simplement que de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de sujet. Un deuxième point sur les fameux forages pétroliers de Total. Personnellement, en tant que citoyen, je les regrette aussi. Simplement, je ne peux pas laisser dire que ce serait antidémocratique parce que 99% de la population serait contre. Si j'ai bonne mémoire, ces 99% sont tirés des contributions à l'enquête publique. Ce n'est pas parce que 99% des gens qui s'expriment à l'enquête publique se prononcent contre le projet que cela fait pour autant une majorité des citoyens qui sont contre le projet. Personnellement, je pense que ce projet était mauvais, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, on ne peut pas considérer que l'enquête publique est un sondage. Ça n'est pas possible. Il y a des élections, voire des référendums pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ok, merci beaucoup. On a beaucoup abordé, notamment avec la question de la Nouvelle-Zélande, la question de l'Inde, etc., des juridictions nationales. Mais la question environnementale, c'est aussi une question internationale qui est plus large que protéger simplement un écosystème sur un territoire. Dans quelle mesure il faudrait développer le droit international sur ces questions environnementales, je pense, et ça me permet de boucler d'une certaine manière avec la citation de Michel Serres que j'ai mentionnée en début d'intervention. Michel Serres qui demandait la création d'une institution mondiale dédiée à l'environnement, composée de savants et non de politiques qui s'intéressent à l'eau, l'air, le feu, la terre et les vivants. Est-ce que, Marine Izquierdo, c'est une dimension qu'il faut absolument valoriser si jamais on veut faire face à la question environnementale?
Oui, tout ce que vous mentionnez là, l'eau, l'air, ça me fait penser moi aux communs mondiaux où les océans, le climat, la diversité biologique sont considérés comme des communs naturels mondiaux, c'est-à-dire qui n'appartiennent à personne, qui sont soustraits de la souveraineté des États. Et bon, on a plusieurs terminologies différentes à chaque fois, mais il n'y a pas de définition bien précise, mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives à la fois au niveau mondial et local pour la reconnaissance d'un statut déjà assez commun mondiaux. Et déjà, on peut commencer par le niveau local. En France, il y a une proposition de loi qui a été déposée en mai dernier pour inscrire la notion de bien commun dans la Constitution. Au niveau du Parlement européen, on a un amendement qui a été déposé en février dernier pour l'octroi d'un statut aux communs naturels et qui a failli être adopté à 23 voix près. Et enfin, au mois d'octobre dernier, un nouvel amendement a été déposé par Marie Toussaint, donc, qui a été présidente de notre affaire à tous et qui est eurodéputée et qui consistait en l'octroi d'un statut légal aux forêts dans le monde et qui cette fois a été adopté. Donc ça c'est pour la partie commun. Et du coup, oui, il faudrait instituer des communs mondiaux pour aller par exemple vers un gouvernement de l'humanité, comme le disent Dardot et Laval, et dépasser la doctrine des biens publics mondiaux qui sont plutôt revendiqués par les grandes institutions financières et commerciales pour mieux justifier des nouveaux droits de propriété sur ces communs et donc polluer. Et du coup, j'en viens maintenant à votre question sur la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Ça pourrait être une solution justement pour gouverner ces communs mondiaux. Et c'est d'ailleurs ce qui est revendiqué depuis les années 2000 environ par plusieurs ONG et notamment Nicolas Hulot. Mais ça permettrait en tout cas d'harmoniser tout ça. Marine Calmet, vous êtes aussi de cet avis. Vous considérez que la voie internationale est essentielle si jamais on veut affronter la question environnementale? Alors, en tout cas, ce que je vois, c'est que très clairement, il y a des besoins. Je repense à ce qui s'est passé l'été dernier, enfin l'été en 2019, lorsque l'Amazonie brûle et que la planète entière a les yeux rivés sur son écran de télé tous les soirs pour comptabiliser les hectares, les nouveaux départs de feu, et que au final, on sent une certaine forme de peur dans les médias aussi, de se dire que bon, ce poumon est en train de brûler et on ne peut rien faire. Et donc, on constatait finalement une espèce d'incapacité à réagir parce que la communauté internationale ne savait pas quoi faire dans cette situation. Et c'est à ce moment-là que Emmanuel Macron a utilisé d'ailleurs le mot d'écocide et a essayé de proposer une forme d'action commune entre les États en fait pour agir, ce que évidemment Jair Bolsonaro a dénoncé comme une ingérence en matière de souveraineté nationale. Et donc ça a posé très clairement la question en fait des limites justement de la coopération internationale, des modes d'action. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, il nous faut une gouvernance. C'est pour ça notamment que je soutiens fortement l'initiative, notamment de Valérie Cabane, portée par aussi la Fondation Stop Écocide, de reconnaître le crime d'écocide au niveau de la Cour pénale internationale, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin d'un nouveau crime et d'une nouvelle justice au niveau international pour justement poursuivre les responsables de ces atteintes qui sont des atteintes au commun planétaire, comme par exemple la forêt amazonienne, mais pas que justement, malheureusement. Et donc là, on parle de gouvernance. D'une certaine manière, il y avait une proposition justement travaillée par Valérie Cabane qui était très intéressante dans le sens où elle s'appuie justement sur les limites planétaires mondiales, c'est-à-dire ces limites qui sont définies par le Stockholm Resilience Center, donc les 9 limites qui garantissent le bon fonctionnement des écosystèmes, l'habitabilité aussi de nos territoires. Et donc, une définition qui est très intéressante à mes yeux parce qu'elle permet à la fois d'établir une forme de gouvernance internationale en disant chacun doit prendre sa part dans la protection de ses limites planétaires, ne pas les outrepasser, puisque, comme on disait tout à l'heure, malheureusement, la France a une part énorme dans le dépassement des limites planétaires, notamment par ses émissions de gaz à effet de serre qui sont plus de 5 fois supérieures à la moyenne de ce qui devrait être en fait au niveau mondial. Et donc, on a une forte
un outil très fort, en fait, dans la reconnaissance des limites planétaires pour se doter d'un nouvel outil de gouvernance. Alors, est-ce qu'il nous faut justement une haute autorité des limites planétaires au niveau international qui soit un peu comme le protocole de Kyoto, par exemple, un outil justement de définition d'une nouvelle politique, alors qui s'appliquait à l'époque qu'aux émissions de gaz à effet de serre, mais on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin aussi d'une politique internationale en matière de seuil, en matière de protection de la biodiversité, puisqu'on a, les scientifiques le disent, on est au milieu de la 6e extinction de masse, on a besoin d'outils contraignants. Et donc, forcément, ça pose la question de cette gouvernance internationale aussi pour des questions de justice, parce qu'il faut en fait que tout le monde fasse sa part, mais de manière équitable. Des États sont beaucoup plus responsables, et je pense notamment du coup aux États européens, sont beaucoup plus responsables de ce qui se passe en ce moment sur notre planète. Et ce n'est pas parce que justement on pourrait se targuer d'avoir les meilleures normes environnementales qu'on n'est pas en fait les plus gros pollueurs, puisqu'on fait fabriquer tous nos produits polluants dans les autres États où justement il n'y a pas de règles en matière environnementale. Donc, notre participation à cette dette écologique, elle est monstrueuse. Et je vois par exemple en ce moment se développer la question des voitures électriques et tout ça. Mais c'est bien, on va avoir de l'air respirable chez nous en Europe, c'est formidable. Mais pendant ce temps-là, le Chili va manquer d'eau et les autres États africains vont être pollués parce qu'il va falloir extraire les terres rares des sous-sols d'autres États où justement il n'y a pas les normes environnementales, il n'y a pas les mines qu'on n'ouvrirait jamais sur nos territoires français parce que justement on ne peut pas le faire dans des conditions sanitaires et écologiques qui soient durables et qui soient en fait acceptables d'un point de vue même social. Donc, ça pose de vrais problèmes en matière de gouvernance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, justement, en Europe, on peut se permettre de se targuer d'avoir de bonnes normes environnementales, c'est parce qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe ailleurs, dont on est absolument responsable. Merci beaucoup. Julien Bétail, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, d'une certaine manière, on avait déjà une législation conséquente sur l'environnement, une législation nationale conséquente sur l'environnement, mais qu'elle n'était pas appliquée pour un certain nombre de raisons que vous avez évoquées. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un droit international serait vraiment efficace si on n'arrive même pas à faire appliquer des mesures nationales de protection de l'environnement? Alors, bon, je vous rassure quand même, on essaye de l'appliquer, ce droit de l'environnement national, mais si vous voulez, il y a un peu un paradoxe du droit de l'environnement, en tout cas ce que j'appelle un paradoxe du droit de l'environnement, c'est que ce droit n'a jamais été aussi développé dans l'histoire. Si vous remontez en arrière, voilà, vous avez de plus en plus de droits de l'environnement, de mieux en mieux structurés, etc. Mais en même temps, la crise écologique n'a jamais été aussi terrible. Et donc, beaucoup, en voyant cette situation, disent « regardez, le droit de l'environnement, ça ne marche pas ». Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le droit de l'environnement, dans un certain nombre d'hypothèses, et notamment lorsqu'on met les moyens pour l'appliquer, il fonctionne et il est tout aussi efficace que d'autres types de matières juridiques. Simplement, il est confronté à des enjeux qui sont considérables. Et donc, lui faire un procès en inefficacité, c'est un petit peu injuste. Si vous regardez, je vous donne simplement un exemple. Vous avez des études scientifiques qui ont démontré à quel point la directive sur la protection des oiseaux sauvages en Europe avait été efficace pour protéger un certain nombre de populations d'oiseaux. Et ça, on le voit notamment en comparant les populations d'oiseaux entre les États qui font partie de l'Union européenne et ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et on voit des différences considérables entre le niveau des populations d'oiseaux. Et si je reviens au droit international, bon, déjà, je pense que ce que décrivait Marine Calmet sur le dumping environnemental, finalement, est tout à fait juste. Il faut toujours prendre en compte cette dimension-là. Et donc, on voit bien qu'on est relié aussi à un système économique, mais qui là aussi est une question qui, d'une manière, dépasse un petit peu les règles juridiques nationales. Si je reviens à la société internationale en tant que telle, je pense qu'effectivement, on a besoin d'institutions beaucoup plus fortes. Aujourd'hui, les institutions onusiennes qui sont dédiées à l'environnement sont particulièrement ridicules par rapport à l'importance d'autres institutions onusiennes. Évidemment, l'action internationale et la coopération entre les différents États du globe sur les questions environnementales
est indispensable, c'est une condition d'efficacité tout simplement. C'est-à-dire que si tel État protège parfaitement l'environnement, mais que tel autre ne le protège pas du tout, évidemment, au bout du compte, on est tous perdants. Donc je pense que dans le principe, c'est absolument fondamental. Le problème, c'est qu'on est confronté en droit ici à un système international qui est complètement archaïque. C'est-à-dire que pour vous expliquer rapidement, le droit international, enfin l'élaboration du droit international fonctionne un petit peu sur le mode de l'assemblée des copropriétaires. C'est-à-dire que chaque copropriétaire peut opposer à une décision collective son intérêt égoïste. C'est ce qui conduit d'ailleurs au maintien d'un certain nombre de situations de dumping environnemental où, évidemment, un État qui n'a pas de règles environnementales, il ne veut surtout pas en avoir parce que ça lui donne un avantage comparatif d'un point de vue économique par rapport à d'autres États. Donc, évidemment, il n'a aucun intérêt d'un point de vue économique à s'engager dans cette voie. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément uniquement l'Occident coupable face aux autres États, mais en tout cas, voilà, on fonctionne en droit international sur le mode du contrat. Donc, si une partie n'est pas d'accord, eh bien, elle ne s'engage pas. Je pense qu'il serait peut-être temps, et d'ailleurs, le droit international de l'environnement y contribue fortement, à passer du contrat à la loi, c'est-à-dire dégager des majorités et les minorités doivent respecter la loi générale parce qu'elle est prise normalement dans le bien commun. J'en profite également pour rebondir sur cette notion de limite planétaire qu'on a évoquée plusieurs fois, pour signaler d'abord que ce n'est pas une notion, ce n'est pas un concept qui fait l'unanimité chez les scientifiques. Il a été proposé par certains, contesté par d'autres. C'est le jeu de la science qui fonctionne toujours de cette manière-là, à travers des controverses. Donc, je pense que là aussi, il faut être relativement prudent. Et puis, moi, ce qui m'inquiète à travers l'utilisation de ce concept, c'est qu'on voudrait lui donner une dimension prescriptive. C'est-à-dire qu'on pourrait aboutir à la situation dans laquelle ce ne sont plus les citoyens ou leurs représentants qui décident de la direction dans laquelle ils souhaitent aller, du point de vue de leur volonté collective, mais où ce serait une entité extérieure composée de scientifiques chargés de définir exactement les quotas auxquels on a droit ou pas droit. Et donc, il me semble qu'il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années, les écologistes étaient nombreux à dénoncer dans d'autres domaines l'accaparement du pouvoir par les experts et dénoncer cet élément-là comme étant finalement complètement antidémocratique. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un petit peu oublié ce type de critique. Aujourd'hui, parce que la science va plutôt dans le sens de l'écologie, nombreux sont les écologistes à mettre toute confiance dans la science, à dire qu'il faut transférer du pouvoir à des organes scientifiques. Je ne m'y oppose pas par principe, je dis simplement, attention, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, ce n'est pas le gouvernement des experts. Ou alors, on bascule dans un autre type de régime. Et à ce moment-là, ça pose la question plus profonde de savoir comment on fait une transition écologique. Est-ce qu'on reste dans un régime démocratique ou est-ce qu'on ne reste pas dans un régime démocratique? Mais voilà, il faut bien faire attention quand on propose ce type de choses. Ça a des conséquences lourdes derrière. Merci beaucoup et merci à tous les trois pour vos différentes interventions. Il nous reste à peu près 25 minutes qu'on va, je pense, consacrer à quelques questions des auditeurs, si ça vous convient. D'abord, une question qui est en fait plus une remarque. On a plus d'empathie pour un chien qui ne fout rien que pour un humain. Ça peut paraître anecdotique, mais je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, on accorde une place démesurée à la question animale, à la question des écosystèmes. Comment vous réagissez à cette remarque, Marine Izquierdo? Je ne sais pas si on accorde plus de place aux écosystèmes qu'aux humains. De toute manière, tout est lié. La destruction de l'environnement, ça a un impact sur les droits humains. Et il faut penser, raisonner de manière globale. Non. C'était parce que je trouvais que c'était assez marrant et en même temps que ça pouvait révéler un certain nombre de choses.
Si je peux me permettre, ça m'évoque une réflexion que je n'ai pas eu le temps de vous livrer tout à l'heure. C'est que je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit par Marianne Iscardo, c'est-à-dire que la question des droits de l'homme et de l'environnement doit être pensée conjointement en termes d'interdépendance et de conciliation entre les deux. Et c'est justement où là, la création d'un système de droit de la nature en parallèle des droits humains conduit inévitablement à la confrontation entre les deux systèmes. Alors que jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais dans la Charte de l'environnement en 2005, mais aussi dans d'autres textes, on a un droit des humains à l'environnement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, on nous dit « Ah, c'est affreusement anthropocentré ». Peut-être, mais en attendant, ça permet de se situer dans le système des droits de l'homme, dans le cadre d'une conciliation entre les droits et pas dans un système d'affrontement, droits de la nature d'un côté, droits humains de l'autre. Donc, je pense que c'est important. Et ceci dit, je trouve très agréable d'avoir un chien qui ne fait rien. Très bien. Est-ce que je pourrais intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui. Sur cette question? Parce que je trouve que vraiment, je vais essayer de prendre le débat par un autre biais parce que, je veux dire, la question des chiens, regardez la question des poulets, des animaux d'élevage, et on se posera vraiment la question de savoir comment vont les animaux sur cette planète. Mais c'est un autre sujet. Moi, je voudrais vraiment reprendre, parce qu'on parle de confrontation. Et c'est très intéressant parce que si on prend une analyse par le biais d'une analogie, et je vais faire une analogie qui me touche personnellement en tant que femme, c'est la question de la reconnaissance des droits à l'autre moitié de l'humanité au cours de notre histoire. Est-ce qu'on a opposé les droits des femmes et les droits des hommes quand justement on a dit qu'il fallait reconnaître des droits aux femmes, tout simplement parce qu'elles en étaient privées? Il y avait une forme d'inégalité dans notre société du fait que la femme était la propriété de son mari, qu'elle était placée sous une tutelle, qu'elle n'avait pas le droit de voter, de s'exprimer, d'être élue, et donc pas le droit d'être représentée dans la société. Il y a une évolution très tardive, extrêmement tardive, et notamment en France, de la question des droits des femmes. Et c'est parce que justement, il y avait un déséquilibre monstrueux justement entre la question des hommes et des femmes dans notre société qu'il a fallu rétablir et donner des droits différents justement aux femmes, notamment pour qu'elles puissent s'exprimer, être en position justement d'avoir tout simplement une place dans notre société. Et c'est venu extrêmement tard. Or là, on parle de à peu près la même chose en fait, si on se replace dans cette réflexion, c'est qu'on a une nature qui est absolument privée de droits, qui n'est pas émancipée, qui est abusée tous les jours dans ses droits par rapport justement aux humains qui, eux, profitent du fait que en fait, personne ne représente la nature justement pour l'exploiter, pour faire du profit. Et dans notre position à nous, reconnaître des droits à la nature, ce n'est pas opposer l'un à l'autre, c'est simplement laisser une place à chacun dans cette société. Et ce n'est pas une question de monter des barricades, de savoir si on va plutôt défendre les droits de la nature ou plutôt défendre les droits des humains. Nous sommes complémentaires, tel que l'homme, la femme est complémentaire. On ne va pas justement créer une polémique entre ces différentes places dans la société. On cherche simplement à restaurer une forme d'harmonie pour que chacun justement puisse vivre correctement. On est une seule planète et il n'y a pas de raison justement que sur cette planète, il n'y ait pas de la place aussi pour les individus qui soient non humains. Et donc, pour moi, cette question, elle est extrêmement importante parce que structurellement, on est face à un déséquilibre, le fait que la nature ne puisse pas se représenter dans notre système juridique si nous ne prenons pas la décision de lui donner des droits. Or, donner des droits, c'est justement la position du dominant sur le dominé, comme les hommes blancs ont, dans les années 70, décidé que oui, la femme finalement pourrait être détachée de la tutelle de son mari et avoir des droits en tant qu'individu. Et bien de la même façon, aujourd'hui, il y a une évolution qui est absolument nécessaire dans notre société, c'est de reconnaître des droits à la nature parce que justement, on est dans cette forme d'exploitation qui est inacceptable au regard de l'urgence écologique actuelle. Et je pense qu'au contraire, on peut se dépasser, nous, en tant qu'humains, en faisant de la place à ces écosystèmes dans notre écosystème juridique, si on peut dire de cette façon. Très bien. Merci beaucoup.
On a beaucoup évoqué la question de donner des droits à la nature. Un auditeur s'interroge sur est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser en termes de devoirs que l'homme a à l'égard de la nature. Marine Izquierdo, est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? On va revenir un peu sur... je crois que Julien Bétail a levé la main. Allez-y, allez-y. Okay. Reconnaître des droits à la nature, encore une fois, je pense qu'il faut élargir la catégorie des sujets de droit, et ça, on le sait, comme le disait rappelé Julien Bétail, c'est pas difficile sur le plan technique, et ça permettra, juste dire qu'on a des devoirs envers l'environnement, c'est pas assez, il faut vraiment reconnaître des droits à la nature et élargir la catégorie des sujets de droit pour ensuite avoir des valeurs de base. Je voudrais faire aussi un parallèle avec le principe de fraternité qui fait partie des principes fondateurs de la République. On avait ce militant, Cédric Herrou, qui aidait les migrants et qui avait été condamné par le tribunal pour délits de solidarité. Après, le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe constitutionnel de fraternité. Et voilà, c'est quelque chose qui devrait être à la base, qui devrait fonder nos valeurs, les droits de la nature, pas pour parler en termes d'opposition, mais bien de conciliation, comment on concilie différents intérêts en jeu. Julien Bétail, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que la question des devoirs, des obligations des humains est très importante parce que, comme je disais tout à l'heure, le système juridique est un système des humains et donc la question, pour moi, c'est davantage la question de l'auto-limitation des humains vis-à-vis de la nature, puisqu'on est les seuls à pouvoir décider des règles justement que l'on s'impose à nous-mêmes. Sur ces catégories de droits, devoirs, obligations, là aussi, bien sûr, il peut y avoir reconnaissance de droits sous cette forme-là, mais d'un point de vue théorique, un droit ou un devoir, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez l'exemple de la liberté d'expression, si moi j'ai la liberté d'expression, ça implique que vous ayez l'obligation de ne pas me censurer, d'accord ? Et inversement. Derrière un droit, il y a toujours un devoir, et derrière un devoir, il y a toujours un droit. Donc, d'une certaine manière, on pourrait même dire, dans la mesure où on a déjà des normes qui imposent des obligations de protection de la nature, on pourrait dire qu'implicitement, la nature a des droits. Donc, c'est un petit peu un débat sans fin. Quant aux analogies, je ne vais pas me lancer sur cette question parce que je pense que ce type d'analogie elle est probablement intéressante, mais à ce moment-là, c'est valable pour n'importe quelle autre question. Je précise simplement, quand je parlais tout à l'heure de confrontation, moi aussi, j'aimerais que la question ne se pose jamais et qu'il soit toujours possible de concilier les intérêts de la nature et les intérêts des humains. Malheureusement, il y a des cas dans lesquels ce n'est pas possible. Par exemple, on se protège contre les risques naturels, par exemple, d'accord ? Il arrive qu'on détruise la nature pour se protéger contre des risques naturels. Ça, c'est des choses très concrètes. Et à un moment donné, si vous mettez tout sur le même plan et que vous refusez de choisir, finalement, je sais pas trop dans quelle direction on pourra avancer. Ça me paraît être un petit peu angélique. La nature, elle a pas de pitié pour les humains. Si vous êtes en montagne et que tout à coup il fait un orage, vous n'allez pas parlementer avec elle pour savoir si vous allez sauver votre peau ou pas. Donc, il y a un côté, je pense, un peu irrationnel dans tout ça. Autre question, n'y a-t-il pas justement trop de lois et trop de normes, ce qui rend l'application de ce qui existe déjà impossible? Marine Calmet. Est-ce que ça... Alors, juste pour quand même clore juste la question des devoirs de la nature, justement, des devoirs de l'humain vis-à-vis de la nature,
Notre texte de référence en matière de droit de la nature, c'est la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. Et cette Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, elle reconnaît 12 droits à la nature et 13 devoirs à l'homme. Et je vous invite vraiment à la lire parce qu'elle est extrêmement belle, déjà, elle est très bien écrite, et qu'en plus, dans notre philosophie, cette définition, le fait qu'il y ait justement la nature et des droits est corrélé aux devoirs de l'homme. Ce n'est absolument pas séparé. Donc, tout ce qui a été dit auparavant, je Je tiens à vous invite à souligner lire que… la Charte de l'environnement qui affirme clairement l'interdépendance entre les humains Tout à et fait. la nature. Tout à fait. Et le fait que justement, on ne puisse pas dépasser les limites de la planète, qui est totalement inscrit justement dans notre charte de l'environnement. Mais les devoirs envers la nature sont inscrits dans la philosophie même des droits de la nature. Pour parler justement du nombre de normes et de l'inapplicabilité, pour moi, ce qui fait obstacle véritablement à la question de l'application des droits de l'environnement, c'est les forces en présence sur le terrain. Parce qu'en fait, il nous faut des moyens pour faire appliquer la justice. Et aujourd'hui, il nous faut des oreilles et des yeux sur le terrain si nous voulons pouvoir justement faire en sorte que cette justice, ces belles lettres, ces belles phrases qu'on a inscrites dans nos textes, elles soient appliquées. La nature n'a pas de voix au chapitre. C'est nous qui devons aller sur le terrain, qui devons repérer ces incivilités parfois, des incivilités de tous les jours, ou alors repérer au contraire des plus grosses pollutions. Et malheureusement, le droit de l'environnement souffre essentiellement du fait qu'il faut des yeux et des oreilles sur le terrain pour remarquer ces atteintes. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit par exemple dans le rétrécissement des budgets de l'Office national des forêts qui portent atteinte en fait à la protection des écosystèmes forestiers, mais aussi tout simplement du budget global en matière de protection de l'environnement, qui a un vrai déficit de la prise en considération de ces questions et du sérieux qui doit être apporté à la protection de l'environnement. Protéger la nature, ça a un budget, ça demande évidemment d'avoir des gens sur le terrain et malheureusement, oui, il ne faut pas s'isoler dans cette tour d'argent qui fait qu'on pourrait écrire des textes et penser que tout va changer du jour au lendemain parce qu'on fait des très beaux textes sur la protection de la nature. Non, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui mettent, les pieds sur le terrain et qui dénoncent ce qui s'y passe. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et ça, c'est politique. C'est-à-dire qu'il faut des moyens et que nos politiques décident enfin de mettre le budget conséquent sur la table pour financer tout simplement déjà le fait qu'on applique nos règles. Bien. Une autre question que je vais compléter un peu. Est-ce que dans le fond, est-ce qu'on essaye par le droit de protéger des individus vivants, c'est-à-dire des animaux, des plantes, peut-être des bactéries, peut-être des virus, hein, question qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'on protège des espèces ou est-ce qu'on protège des écosystèmes? Et ce n'est pas forcément les mêmes exigences. On peut très bien tuer des individus vivants pour protéger des espèces plus menacées par la prolifération d'une autre. Enfin voilà, comment s'enchassent ces différentes questions? Je ne sais pas qui se sent… Alors, juridiquement, on protège, il y a deux grandes catégories de protection, la protection des espèces d'un côté et la protection des espaces de l'autre, c'est-à-dire des écosystèmes, c'est-à-dire de l'habitat des espèces en question. Donc, les espèces sont répertoriées scientifiquement et ensuite, sur proposition scientifique, telle ou telle espèce va être protégée. Mais effectivement, ce qui est une question qui est intéressante et qu'on pourrait aussi analyser en termes de droit de la nature, parce qu'à mon avis, ce serait une épine dans le pied de cette théorie, c'est la question des espèces invasives. Aujourd'hui, l'une des principales menaces pour la biodiversité, c'est les espèces invasives. Donc, vous voyez, si vous commencez par affirmer comme principe qu'il ne faut surtout pas porter atteinte à la nature parce qu'elle a le droit d'exister, etc., d'une certaine manière, sur ce sujet-là des espèces invasives, vous ne facilitez pas la tâche. J'ai le souvenir du journaliste Hugo Clément qui s'était insurgé du fait que les Australiens tiraient sur des dromadaires. Bon, pourquoi est-ce que les Australiens tirent sur des dromadaires? Eh bien, tout simplement parce que c'est une espèce invasive et donc c'est pour des raisons de protection de l'environnement qu'on tire sur des dromadaires en Australie. Et là, on voit bien que la question qui sont deux questions différentes, hein, mais de la protection des animaux et de la protection de la biodiversité
sont pas forcément toujours exactement en accord, loin de là. Ok. Mais Julien, tu es d'accord que la protection des espèces endémiques en droit français est extrêmement dure, justement. Et si il y a le déplacement d'espèces invasives, la plupart du temps, c'est à cause des humains. Et c'est justement parce que, je prends l'exemple, par exemple, la Guyane française, où on importe des espèces comme le teck de Malaisie ou d'autres espèces qui portent atteinte à l'équilibre des écosystèmes, c'est uniquement notre faute. La nature n'a malheureusement pas souvent grand-chose à voir avec ça. Et alors, le dromadaire en Australie, j'imagine qu'il n'est pas arrivé là par hasard. C'est Oui. aussi parce qu'il y a eu des humains qui ont eu la super idée de justement porter atteinte à l'équilibre de ces écosystèmes qui avaient une forme endémique qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les dromadaires, on a des espèces qui sont des espèces invasives qui sont arrivées, et donc il faut lutter. D'ailleurs, on le fait très peu en France, de lutter contre les espèces invasives. Il n'y a quasiment rien dans le Code de l'environnement, très peu de moyens des politiques publiques qui sont mises sur la table dans ce domaine-là. Mais on voit bien que si on part du principe que l'animal est une personne et a le droit d'exister, on ne lutte pas contre les espèces invasives. Je suis d'accord sur l'origine. C'est aussi la mondialisation, le transport international, etc. C'est tout ça qui amène la problématique des espèces invasives. Mais voilà, si on reste sur des principes trop stricts d'un point de vue éthique, on va avoir du mal. Okay. Merci beaucoup. On n'a plus que quelques minutes, donc peut-être une question qui est revenue à plusieurs occasions ou de manière sous différentes formes, qui est en substance, est-ce que le problème, au fond, c'est pas qu'on établit un partage entre la nature et l'humain, la nature et la culture, et dans quelle mesure le droit peut nous aider à remettre en question ce partage, d'une certaine manière? Marie Scardo, peut-être? Le problème, vous disiez au tout début de la question, c'est cette différence, opposition entre nature et culture. Nature et culture, ou nature et humanité, enfin, est-ce que le droit peut nous aider à remettre en question ce partage? Est-ce que c'est souhaitable, par ailleurs, de votre point de vue? C'est tout l'objet justement de la reconnaissance des droits de la nature, je dirais, de remédier à cette opposition entre nature et culture, de comprendre qu'il y a une interdépendance et que donc la nature peut se voir aussi reconnaître ses droits à juste exister, se maintenir, régénérer ses cycles vitaux. Et encore une fois, c'est juste une question de conciliation après entre les différents droits qui sont en jeu, comme vous avez la liberté de la presse et puis ensuite le respect aux droits de votre vie privée. Il y a les deux qui existent, mais après, c'est à nous d'opérer, au juge d'opérer une conciliation entre les deux. Et là, les droits de la nature, c'est pareil, reconnaissons-les. Il faudrait qu'ils fondent en fait les valeurs nos valeurs en fait de la République. Et ensuite, on verra comment on les concilie, on les met en balance avec d'autres intérêts en jeu. On ne dit pas que les droits de la nature, c'est la solution et qu'une fois qu'ils seront reconnus, il n'y aura plus du tout de crise écologique. Tout comme le droit n'est pas la solution pour remédier à ça, c'est une solution. Et les droits de la nature aussi, ça peut l'être. Voyons voir ce que ça donne. En Nouvelle-Zélande, Julien Bétail mentionnait qu'il y a toujours ce barrage, mais en Nouvelle-Zélande, depuis la loi de 2017, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée. Et toutes les activités touristiques et industrielles aussi ont stoppé la pollution. Le seul problème maintenant qu'il y a, c'est au niveau des activités agricoles. Et ça, c'est le constat qu'a fait Sacha Bourgeois-Gironde, qui a écrit Être la rivière, donc qui a passé du temps là-bas. Je vous recommande son livre. Et c'est le constat qui est fait. Donc il y a quand même des améliorations. Écoutez, je vous propose peut-être de nous arrêter sur cette note un peu positive, disons. C'était, en tout cas de mon point de vue, c'est passé très vite, donc j'imagine que c'est toujours un bon signe et que c'était donc très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant, pertinent. Et vous avez en plus montré un peu de débat entre vous, ce qui est toujours assez positif et à mon avis enrichissant. Ça aide beaucoup les gens, je pense, à se faire leur propre point de vue. Et je vais donc conclure là-dessus.